cours sur l'un des protocoles industriels les plus répandus, qui est le protocole Modbus. Le protocole Modbus a été créé en 1979 par la société Modicom, qui veut dire télémécanique, Schneider, automation. C'est un protocole qui est largement utilisé dans l'industrie aujourd'hui et c'est pour ça qu'on l'étudie en BTS-SN. Le principe de base est le suivant, un système maître envoie des données sur un bus de liaison à un esclave parmi d'autres qui est concerné par cette requête. Les données sont envoyées en série, comme on a pu le remarquer dans la vidéo R0. Voyons de plus près ce que propose ce protocole et pourquoi il est largement utilisé en industrie. Un protocole, c'est un ensemble de règles bien définies qui permet de mettre en relation des entités pour qu'ils se comprennent. Avant de rentrer en détail dans ce cours, vous avez besoin quand même de revoir les bases du réseau dans sa définition le plus stricte du modèle OSI, en commençant par Ethernet, TCP/IP et TCP. Dans une première partie, nous verrons ce qu'est la couche application dans le modèle OSI. Ensuite, nous parlerons du principe maître-esclave. Dans une troisième partie, on détaillera en détail comment fonctionne le protocole Modbus au niveau technique. Puis, nous verrons dans une dernière partie comment circulent les trames dans ce réseau. Alors, le modèle OSI, qui veut dire Open System Interconnection, est un modèle en 7 couches. Dans la couche la plus basse, on retrouve la couche physique, avec notamment la liaison série que l'on a vue dans la vidéo R0. On peut retrouver aussi une liaison en Wi-Fi avec des ondes électromagnétiques ou une liaison par fibre optique. Ensuite, nous avons la couche liaison qui permet d'interconnecter plusieurs machines ou capteurs dans un réseau local. Ensuite, nous avons la couche 3 qui permet d'interconnecter ces réseaux, ce qui est aujourd'hui à l'origine d'Internet. On verra le protocole TCP, c'est celui qui va transporter les trames Modbus. Et dans la couche application, la dernière couche du coup, on retrouve les protocoles applicatifs dont certains qu'on a déjà vus comme le SMTP et le HTTP. Comme vous pouvez le constater dans cette représentation, le modèle Modbus se cale sur le modèle OSI. Mais il y a 3 types de façon d'interpréter et de mettre en place le protocole Modbus. En point-to-point, avec la communication série RS-232, dans ce cas-là, on n'a qu'une couche physique et une couche de liaison, plus le protocole. En RS-485, dans un contexte un peu plus industrialisé, où on va avoir un système d'adressage. Et puis, la dernière façon, celle qu'on va utiliser nous en TP, le plus simple parce qu'il tend à se moderniser et à être en relation avec les réseaux que l'on connaît, Ethernet et IP, le protocole TCP Modbus, où la couche applicative se retrouve en haut, au-dessus de la couche TCP. Donc les trames Modbus sont transportées dans un segment TCP. Passons à la partie 2, les principes maître-esclave. Un peu de vocabulaire pour commencer. Un bus, on l'a vu, c'est un réseau sur une seule ligne. Un maître, c'est une entité qui est désignée pour piloter ce réseau, c'est-à-dire que c'est lui qui engage les requêtes, les questions, les demandes. L'esclave, lui, fait partie d'un ensemble d'entités sur ce bus qui attendent les requêtes du maître et qui va y répondre. On y trouve généralement des capteurs, etc. etc. Et une topologie réseau, c'est la manière dont sont organisées les entités et le câblage. Une topologie en bus, c'est une ligne où les entités sont connectées entre elles. Une topologie en étoile, ce sont nos réseaux locaux à nous, derrière nos box internet, avec généralement des switches. C'est le réseau de monsieur tout le monde. Et il y a un réseau que l'on connaît moins et qui est souvent moins utilisé, c'est le réseau en anneau, le token ring. Ces 3 topologies sont à connaître. Il en existe encore plusieurs. C'est les plus importantes, celles qu'on peut encore rencontrer aujourd'hui. Il y a aussi le réseau en mèche, mais il n'est pas utilisé pour l'instant dans l'industrie. Un réseau en bus, on peut notamment trouver cela dans une voiture, notamment avec le BusCAN qui permet de raccourcir le nombre de kilomètres de câbles dans sa voiture. Inconvénient, si votre clignotant ne fonctionne pas, il est probable que votre centralisation ne fonctionne pas non plus. En aéronautique, on va trouver plus du câble en étoile, puisque si une liaison est coupée, on a quand même besoin d'avoir les informations des autres capteurs. Inconvénient, il y a énormément de kilomètres de câbles dans un Airbus. Le token ring, pour moi, c'est un réseau dinosaure, un ancien réseau, il est très peu utilisé. À cette date précise où vous regardez cette vidéo, il est probable que plus tard, vous ne l'utiliserez plus. Il a longtemps servi dans l'industrie et notamment sur les chaînes de production. Passons à la partie 3, le protocole Modbus en détail. Le protocole Modbus est un moyen de communication qui permet notamment de communiquer avec des automates. Les automates sont des machines, des systèmes complexes qui possèdent une mémoire interne, des entrées et des sorties pour y connecter des capteurs et pour pouvoir actionner les actionneurs. Et il est composé aussi d'un programme qui va tourner en boucle à l'infini pour exécuter des tâches de robotisation. Un automate possède donc une mémoire interne où sont stockées les données des entrées et des sorties et aussi certaines variables dont ont besoin les programmes qui tournent dans l'automate. Voici les données que l'on peut trouver dans un automate. Il
y a les données discrètes d'input, accès uniquement en read. On ne peut que les lire, mais on ne peut pas écrire dedans. Ce sont les entrées tout ou rien. Et en industrie, on retrouve par exemple les fins de course, les contacts auxiliaires de disjoncteurs, etc., etc. Ensuite, on a les calls. Ce sont des valeurs qui sont à la fois en écriture et en lecture. Et un calls, en fait, c'est un bit qui va représenter une sortie tout ou rien, ou alors un bit interne au programme. Ensuite, on a ce qu'on appelle aussi un registre. C'est là où est stocké un octet ou plusieurs octets. On appelle ça un mot mémoire. Un mot fait référence à un caractère qui fait référence à un octet. Il y a les mots input qui sont généralement en read et les holding registers qui sont en read-write. Dans les registers, on trouve surtout les entrées analogiques, par exemple les lecteurs d'un capteur, par exemple la lecture d'un microphone. Dans les holding registers qui ont besoin de mots mémoire, donc d'octets de données, on peut trouver les sorties analogiques. Par exemple, quand on doit faire varier une tension pour alimenter un variateur de moteur. À chaque fois, on trouve dans la mémoire soit des bits que l'on peut lire et écrire qui correspondent à des entrées sorties, ou alors des mots, donc qui représentent des octets, pour aussi des entrées et des sorties. Les bits sont souvent utilisés pour du tout ou rien, c'est oui ou non. Des mots vont plutôt être utilisés pour des valeurs comme une entrée analogique ou une sortie analogique. Voici un automate schématisé. On retrouve un programme qui tourne en interne, donc c'est généralement écrit avec un langage spécial aux électrotechniciens, et un espace mémoire où on peut avoir des adresses pour des entrées, des adresses pour des sorties, et des variables, des adresses registres pour stocker des variables d'un programme. Les entrées sont souvent utilisées pour des capteurs, par exemple un capteur de présence, un capteur de pression, un capteur de débit d'eau. Ce sont des valeurs qui vont être branchées sur les entrées d'un automate pour que l'automate puisse lire les informations de ces capteurs. En sortie, par exemple, on va trouver des actionneurs comme des vérins ou des variateurs de moteur. Et puis les variables entre elles vont permettre à ce que le programme stocke par exemple un nombre de passages ou stocke un temps ou une date par exemple. Alors là j'ai schématisé les portions mémoire d'un automate, mais il faut savoir que chaque automate a sa propre gestion de mémoire, mais on retrouve quand même ces trois grands groupes, les bits et les mots mémoire, donc les octets, les registres ou les entrées et les sorties. Alors Modbus est un protocole qui permet d'interagir avec cet automate, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire des entrées ou des sorties analogiques ou numériques, on va pouvoir lire des bits ou des mots mémoire, et on va pouvoir aussi écrire, modifier des variables du programme pour interagir sur, par exemple, une chaîne de production. Alors, il existe deux protocoles Modbus. Le Modbus RTU, celui qu'on utilise en industrie avec un câblage RS232 ou 485, et le Modbus TCP, qui lui est utilisé sur un réseau étoile industriel. Donc voici à quoi ressemble la trame TCP. Elle est constituée de 6 champs, donc 5 champs obligatoires pour l'entête et un champ de données. Le système RTU, lui, doit avoir des bits de start et des bits de stop, car on a vu dans le protocole RS232 ou 485 de la vidéo R01 qu'il fallait des bits start et de stop. Et on retrouve l'adresse et la fonction, la data et un champ CRC. Donc on n'est pas sur de la parité, là on est vraiment sur un calcul de champ de correction. Et le TCP, on remarque qu'il a 3 champs supplémentaires par rapport au RTU, un transaction ID, un protocole ID et une taille. On va voir les champs à la suite de cette vidéo. La trame fait 255 octets maximum. La transaction ID, elle est codée sur 2 octets. C'est un numéro de transaction, c'est-à-dire que Modbus va utiliser ce numéro de transaction pour incrémenter les requêtes qu'il effectue. Comme l'esclave répond, ils vont utiliser un numéro de transaction, par exemple la question numéro 2, il va y avoir la réponse numéro 2. Ensuite, si le maître remet une requête, il va remettre une transaction en l'incrémentant, par exemple la transaction ID numéro 3. S'il a une réponse, l'esclave devra utiliser la transaction ID numéro 3. Le champ protocole ID est aussi codé sur 2 octets. Il n'est malheureusement pas utilisé actuellement, il va servir peut-être pour plus tard. Du coup, toutes les trames TCP positionnent ces 2 octets à 0000. Au niveau de la taille maintenant, donc elle est codée sur 2 octets et elle vaut length. Ensuite, nous avons l'adresse de l'esclave sur un octet. Il faut savoir que sur un bus, on peut donc brancher 255 esclaves, puisqu'un octet représente 8 bits. Avec 8 bits, on peut faire 255 possibilités. Par exemple, celle-ci est une possibilité. Donc l'adresse est sur 8 bits, un octet, et le maître va insérer l'adresse pour pouvoir cibler le bon esclave sur le bus Modbus. Ensuite, Modbus est un protocole à requête, c'est-à-dire que le maître va positionner des requêtes sur le bus, et donc il existe un ensemble de requêtes différentes
qu'on va appeler fonctionnalité. Et du coup, le champ code, fonction, permet sur un octet d'indiquer quelle fonction le maître cherche à exécuter sur son esclave. Voici les différentes fonctions que l'on peut retrouver sur un protocole Modbus. Elles sont codées bien sûr en hexa, donc les valeurs hexadécimales sont les suivantes sur un octet. Et on voit qu'on peut avoir accès aux bits de sortie, on peut avoir accès aux octets, on peut avoir accès aux entrées sur le registre et on peut avoir accès aux entrées sur les bits. On peut lire, on peut écrire, on peut lire simplement un seul bit, on peut lire plusieurs bits, on peut lire simplement un registre ou on peut lire plusieurs registres à la suite. Je rappelle que un registre dans un automate, c'est un ensemble d'octets et de variables qui sont utilisées dans la mémoire pour faire tourner le programme automate. Si on met le code 06 dans la code fonction ici, cela veut dire que le maître souhaite écrire, write, un simple mot mémoire dans la mémoire. Et une fois qu'on a la fonction, on va bien sûr mettre la data en rapport avec cette fonction. Donc là, il y a plusieurs types de fonctions et donc plusieurs types de data. On va retrouver des requêtes de lecture de mots ou de bits, d'un mot ou de plusieurs, et on va retrouver des requêtes d'écriture, plus des messages d'erreur quand les esclaves vont remonter des erreurs. Voyons en détail ces requêtes. Par exemple, une requête de lecture. Une requête de lecture, donc la requête complète, part aussi avec l'entête, bien sûr, qui va regrouper tous les octets des deux champs suivants plus de la data. On retrouvera l'adresse, le code fonction et la data. Une requête de lecture, la data est découpée en deux. Il y a l'adresse du premier mot, parce que dans la mémoire, on veut savoir à quel endroit on veut lire. Et ensuite, le deuxième champ, qui est codé aussi sur 2 octets, on veut savoir le nombre d'octets qu'on peut lire. Comme le champ est sur 2 octets, voyons en détail comment la trame se compose. On souhaite lire les octets suivants dans la mémoire, donc de l'octet position 8 à 10, en hexa bien sûr, donc 10 vaut 16. On va commencer par remplir la transaction ID. Comme c'est la transaction numéro 1, sur le 2 octets, on va coder la valeur 1, donc 0001. Sur le protocole ID, il est toujours à 0, du coup les 2 octets vont être positionnés à 0. Au niveau de la taille, on va positionner la valeur 6 sur 2 octets, donc 0006. Pourquoi? Parce que le reste de la trame fait 6 octets. Un octet ici, plus un octet ici de fonction, ça fait 2, plus 2 octets d'adresse du premier mot à lire, plus 2 octets du nombre d'octets à lire. Donc sur l'esclave, comme c'est codé sur un octet et que l'adresse de l'automate est l'adresse numéro 1, ici comme on peut le constater, on va marquer 01 et le code de fonction, pour le trouver, il faut lire dans la documentation et on remarque que pour lire un registre, c'est la fonction numéro 3. Maintenant, ce que l'on va trouver dans la data, dans un premier temps, on va trouver l'adresse du premier mot à lire, donc l'adresse c'est la valeur 8, c'est celle-ci, on est bien à l'adresse numéro 8, et le nombre d'octets que l'on va lire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 9 octets, et donc on va coder ça de la valeur 9 sur 2 octets. Voici la trame. On peut la remarquer que cette trame ici, en hexadécimal, vaut ça à peu près en binaire. J'ai peut-être fait des petites erreurs de conversion parce que j'ai fait ça vite fait, mais en gros ça ressemble à ça, et ça va être encapsulé dans un segment TCP pour partir sur le réseau. Au niveau de la réponse que va donner l'automate, on va avoir la même en tête. Et puis sur le champ data, on va avoir le nombre d'octets présents à la lecture. Donc si on en a demandé qu'un, on n'en aura qu'un. Et la valeur exacte des octets les uns à la suite des autres. Par exemple, ici, si on a la valeur A2 dans le nombre d'octets présents à la lecture, ça veut dire qu'il y a 162 octets à lire, puisque A2 vaut 162. Les octets à lire vont être donc positionnés les uns à la suite des autres. Sur la trame Modbus, on va avoir l'entête, on va avoir l'adresse de l'esclave et le code fonction, on va avoir le nombre d'octets prêts à lire, donc là on va retrouver la valeur A2, et on va retrouver 162 octets, donc 162 fois 8 bits, qui vont être les valeurs des données lues dans la mémoire de l'automate. Voyons voir à quoi ressemble la trame de lecture de ce qu'on a demandé à lire. On va avoir bien sûr, dans une première partie, la transaction. Quand l'esclave va répondre, il doit utiliser la même transaction ID. Donc là, on va retrouver la transaction ID numéro 1. Donc codé sur 2 octets, ça fait 001. Le protocole ID est toujours à 00. La taille, ici, on ne la connaît pas tout de suite. Ça va être le nombre d'octets ici, plus les valeurs à lire. Donc ici, j'ai calculé en avance, il va y avoir 13 octets en suivant. L'adresse de l'esclave, en fait, c'est le même, c'est son adresse à lui. Comme ça, le maître va savoir qui répond. Le code fonction est le même utilisé par le maître, cela permet au maître de savoir quelle était la fonction d'origine. Alors, petite information, ici on est bien codé sur 2 octets, mais on peut lire jusqu'à 125 octets. Du coup, le champ va aller de 001 si on lit qu'un octet,
à 007D si on lit 125 octets, donc au maximum. Sinon, la trame serait trop grande. Donc le nombre d'octets à la lecture est un chiffre de 1 à 125. Ici, on a dit les 9 octets représentés dans la mémoire de l'automate, donc on va coder ça sur 0,9. Et ensuite, on va les mettre les valeurs des mots à lire les uns à la suite des autres. Donc c'est pour cela qu'ici, on va avoir quelque chose de différent. On ne va pas avoir les valeurs des adresses, attention. On va avoir les valeurs en mémoire. Donc ici, tous les bits, la valeur, c'est AAAAA derrière chacun de ces mots mémoire. On peut observer en binaire qu'on aurait ça. On aurait l'entête avec transaction ID, protocole ID et la taille. On aurait l'adresse et la fonction. On aurait le nombre d'octets total, donc là 0,9. Et ensuite, on aurait la valeur de chaque champ, donc un champ de 0 à 125, pour aller sur le réseau et aller jusqu'au maître qui a fait la demande de lecture. Ensuite, on a les types de requêtes d'écriture. Donc, on peut écrire un bit ou un mot. C'est exactement pareil, que ce soit un bit ou un mot. On a à chaque fois l'adresse du premier mot ou bit que l'on souhaite lire. Donc, forcément, on souhaite lire dans une mémoire, donc dans un espace particulier de l'automate. On va écrire la valeur du champ. Donc, ça, c'est dans le cas, par exemple, si ici, à l'adresse 1C dans les entrées, on veut écrire une valeur, on va envoyer une deuxième transaction, donc c'est pour ça qu'elle a été incrémentée. On va envoyer le protocole qui est le 0002 de base, car ça pour l'instant ça se reste inchangé. La taille on la connaît pas encore, ça dépend de combien de mots on va écrire. Ici l'adresse de l'automate c'est toujours l'automate numéro 1, comme on peut le voir ici. La code fonction cette fois-ci, comme on souhaite écrire un bit ou un mot, on va faire un write single registre, donc ici c'est l'écriture d'un mot. Donc on va mettre le code 06 en hexa. On va mettre l'adresse du premier mot, donc c'est 001C, c'est bien son adresse, et la valeur du champ qu'on veut écrire. Par exemple, on veut écrire AC à l'intérieur de cette variable-là. La trame représentée en binaire va partir ici et va être encapsulée dans un segment TCP pour partir sur le bus. Ici, une petite variante pour écrire plusieurs bits ou plusieurs mots à la suite. On retrouve toujours ce phénomène de dire on a une adresse de départ, parce qu'on va écrire dans l'automate au départ. Ensuite, on va prendre un nombre d'octets ou de bits à écrire. On va lui dire combien de mots ou de bits on va écrire. Et pour envoyer les mots les uns après les autres, on est obligé de donner la taille du premier champ, sa valeur, la taille du deuxième champ, sa valeur, et ainsi de suite. Taille et de valeur va se reproduire les uns à la suite des autres selon le nombre d'octets que l'on souhaite écrire. On a l'adresse du premier mot avec le nombre d'octets à écrire et après l'enchaînement, une taille, la valeur du champ, une taille, la valeur du champ, jusqu'à n+1 si on veut écrire n mots. Voyons en exemple, si l'on souhaite écrire à l'adresse de sortie de l'automate dans les adresses 0D, 0E, on va augmenter la transaction puisque c'est une nouvelle transaction, on va toujours avoir le protocole 00, la taille pour l'instant on ne la connaît pas, on va la calculer après. L'adresse de l'automate c'est toujours 1. Donc l'adresse de l'automate, c'est bien le 01. Le code fonction, ici, on souhaite écrire plusieurs mots ou bits. Donc là, on va écrire plusieurs bits. Donc je vais utiliser le code 0F pour write multiple calls, donc des entrées tout ou rien, dans les sorties de l'automate. L'adresse du premier octet, sur 2 octets, ça va être 0D. Comme c'est codé sur 2 octets, on va écrire 000D. On veut écrire sur 16 bits. 16 bits représente 10 en hexa. Donc ici, on va avoir 8 bits à écrire. Ici, 8 bits à écrire, ce qui correspond à 16 bits au total. Ensuite, taille du premier champ. Donc le premier champ, nous, on va dire, il est codé sur 8 bits. C'est pour ça qu'on va écrire 0,8. C'est codé sur 1 octet. On met sa valeur. Par exemple, on va mettre AB ici. Ça fait 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Prochain champ aussi, pareil sur 8 bits. Et on lui met aussi une valeur AB. Ici, on a la trame, pareil, au complet avec le binaire. Les conversions ne sont pas forcément correctes, mais c'est l'idée de découpage. C'est ce qu'on observe, ce sont les bits qui vont être envoyés sur le réseau à l'intérieur d'un segment TCP. L'adresse, elle vaut 10 parce qu'on va envoyer 10 octets à la suite. Et c'est pour ça qu'on écrira 0A, puisque 0A égale 10 en hexa. Les trames de réponse de l'écriture sont assez simples. On a l'esclave qui répond l'adresse du premier mot qu'il a écrit et le nombre de mots ou de bits qu'il a écrit. Ça permet au maître de vérifier que tous ces bits ont été écrits ou tous ces mots ont été écrits. S'il y a une erreur, l'esclave ajoute 80 au champ de fonction et place un code d'erreur dans la data. C'est-à-dire que dans la data, il va écrire sur un octet. Si c'est une erreur de fonction, il va écrire 0,1. Si c'est une erreur d'adressage, il va écrire 0,2. Si c'est 0,3, c'est une erreur de données et il va écrire 0,4 si c'est une autre erreur. Comment circulent les trames sur un réseau IP? Donc imaginons qu'on a notre automate, notre superviseur ici, notre programme
maître qui cherche à interagir sur un automate branché sur le réseau. Eh bien, il va envoyer une trame Ethernet de superviseur à R1, de R1 à R2, de R2 à R4. Donc ça, c'est l'aiguillage des routeurs. On va avoir le paquet IP puisque l'automate aura une adresse IP. Et à l'intérieur, on va avoir notre segment TCP. Et à l'intérieur du segment TCP, on va avoir la trame TCP Modbus qui va aller jusqu'à l'automate. Ça veut dire qu'à distance sur un réseau, on va pouvoir écrire des mots mémoire dans la mémoire de l'automate ou lire des entrées et des sorties ou même des valeurs de mémoire dans l'automate depuis un réseau local ou depuis Internet. Au niveau du modèle OSI, le superviseur ne connaît pas l'adresse de l'automate. Lui, il connaît l'adresse d'un routeur. Le paquet IP va être à l'intérieur des datas du protocole Ethernet. Dans l'IP, on va avoir l'adresse source et l'adresse destination, une information importante. Et dans la data ici, on va avoir un en-tête TCP avec des données TCP. Donc on va retrouver un port et source et un port destination. Donc dans une trame TCP, il va falloir programmer le port de l'automate. Et dans la data TCP, on va retrouver notre fameux protocole Modbus. Donc on va avoir la trame TCP Modbus avec l'entête qui se situe en rose ici, l'adresse de l'automate sur le bus Modbus et le code de fonction et la data. Et puis tout ça, qu'on peut retrouver ici, va partir sur le réseau. Donc en détail, on aura encapsulé dans une entête Ethernet avec une entête IP, une entête TCP, on va retrouver la trame. Donc par exemple, si c'est une requête de lecture, on va avoir l'adresse source MAC, l'adresse MAC de destination, le type de protocole IP, on va avoir l'entête IP ici, avec les adresses de l'automate au niveau de l'IP. On va avoir l'entête TCP avec les ports TCP de destination. Et ici, on va avoir le protocole Modbus, donc le binaire que l'on a montré dans les diapos précédentes. Par exemple, ça c'est une requête de lecture pour NMO, ça va se placer ici. Et à la fin, on va avoir le CRC de la trame Ethernet. Tous ces bits-là vont circuler sur le réseau. Et ça va partir donc sur le réseau. Je présente ici un système de 4 carillons, 4 cloches qui sont pilotées par un automate. Les cloches sont activées par des marteaux qui fonctionnent avec des petits moteurs de 220. Un transformateur en 12 volts, piloté par l'automate, va permettre de les activer. L'automate est représenté par ce gros boîtier gris. Il est lui-même relié à son serveur TCP par un petit câble où vont passer les trames Modbus. Ce serveur TCP est relié sur le réseau local en RJ45 via ce long câble. Je suis moi-même connecté à ce réseau local via un autre câble RJ45 relié à mon MacBook Pro. Sur mon MacBook Pro, j'ai activé Hercules sur Windows. Hercule est un programme TCP. Pour me connecter à mon automate, je suis obligé de me connecter en saisissant son adresse IP. Une fois que je suis connecté, je peux alors communiquer avec lui. Je peux facilement envoyer une trame Modbus en décomposant mon hexa et en cochant la case hexadécimale. Comme vous pouvez le remarquer, je viens d'envoyer une trame d'écriture sur le Modbus pour écrire un mot mémoire là où est connectée la sortie d'activation de ce carillon. Exercice 22, je vous demande d'analyser cette trame. Donc là, cette trame est issue d'un programme de superviseur développé en C++. On a constitué une trame Modbus TCP, donc avec l'entête TCP, l'adressage et la code fonction et la data. La séparation n'est pas forcément correcte parce que là, c'est pour vous montrer. Et en fait, je vous demande à quoi sert cette trame et ce qu'elle permet de faire sur un bus Modbus. Ce cours est maintenant terminé. C'est l'un des premiers protocoles industriels de réseau industriel. Le prochain protocole que l'on étudiera, c'est le protocole CAN sur un bus CAN, donc un bus de voiture. Et ça sera dans une prochaine vidéo.